Et ne vous offusquez pas de ma méthode. Parce que comme je dis, pour changer les choses en place depuis trop longtemps, ça nécessite beaucoup de rigueur. Et si vous entrez ici, à Zoé, ça nécessite beaucoup trop de rigueur. Surtout pour ceux qui ont eu l'habitude de danser pendant 3 heures. Non? Je blâme personne. Hein. Je dis surtout ceux qui ont eu l'habitude de danser. Et si tu viens, c'est étude. Ah, c'est compliqué. Le but, avant qu'on commence, hein, le but ici, c'est de déconstruire ce qui a été construit pendant près de 2000 ans. Il faut le déconstruire. Il faut avoir les preuves matérielles pour le déconstruire. Si on ne déconstruit pas cela, on ne pourra pas construire autre chose. Et notre devoir, hormis celui de l'Afrique, mais c'est aussi de reconstruire ce que vous appelez Église. Ok? Je ne vais pas entrer dans ce côté-là aujourd'hui parce que ce n'est pas le but. Mais il faut déconstruire ce qui a été construit pendant trop longtemps. Et donc, malheureusement, ceux qui ne comprennent pas ça, franchement, je ne vais pas utiliser de mauvais mots, mais je m'en fous. Ce qui est important, c'est ce que je fais ou ce qu'on me demande de faire qui aura de l'impact dans 10 ans. Et que les gens ne peuvent pas comprendre aujourd'hui parce que moi, j'étais dans 10 ans. Et ceux qui n'étaient pas avec moi dans 10 ans peuvent se fâcher pour aujourd'hui. Ok? Bon, 10 ans, c'est trop loin. Ok, bon, aujourd'hui, on commence une thématique qui nécessite automatiquement beaucoup de conférences. Et surtout ceux qui nous écoutent, ceux qui prennent beaucoup plaisir à nous écouter depuis le Sénégal, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Congo, parce qu'ils sont nombreux déjà à nous écouter, à part les Camerounais. C'est un plaisir de toucher les gens qui sont intelligents. Donc, votre thématique de ce mois-ci, qui devrait être consécutivement 4 conférences, mais je ne peux faire 4 conférences connaissant la demande de ceux qui sont là. On ne fera qu'une seule conférence le mois de le 15. On fera une conférence le 15. Et le 15. Et cette conférence de 15 va essayer ce qui est impossible. Essayer de résumer la thématique à la recherche du jardin d'Éden utopique. L'autre titre, à la recherche du jardin d'Éden utopique. J'introduis parce que c'est quand il dit utopique, ça veut dire c'est faux. Ok, à la recherche du jardin d'Éden utopique. Parce qu'il faut d'abord introduire le sujet. Parce que la pensée humaine a été construite à base de ce narratif. Il faut déconstruire et ce narratif et reconstruire un narratif fait sur la base des faits. Donc voilà pourquoi je dis notre thématique de ce mois-ci, peut-être le mois prochain encore, et peut-être les années qui arrivent parce que c'est extraordinaire. Je vais énoncer 2 ou 3 petits points. J'espère ne pas dépasser 1h30 parce que c'est impossible de faire ça en moins d'1h30. C'est carrément impossible, je suis désolé. Donc ceux qui vont dormir, mettez les oreillers. Mais, ouais, c'est pas grave. C'est bien de dormir. Ici, c'est reposant. Tu sais qu'ici, aucun esprit va te chercher. Donc, c'est bon. Tu peux juste mais on a du travail. Alors, déjà, quand on parle de jardin d'Éden, ou Eden, le néo-chrétien, le néo-catholique, le serviteur de Dieu aujourd'hui, a ça en tête. Il sait que c'est là où l'homme a été créé. Premier point. C'est là où l'homme a été créé. C'est là où les animaux ont été créés. C'est là où les eaux ont été dispersées. C'est là où le premier homme marche. C'est là où il y a le premier langage humain. Parce que Dieu, Yahvé ou Elohim parle aux premiers hommes ou aux premiers hommes. C'est là où tout se passe. Donc, c'est l'origine de l'humanité. En fait, pour toute personne qui a été lobotomisée avec la Bible, parce que nous sommes des néo-catholiques, malheureusement, on sait que le jardin d'Éden, c'est la fondation de la création humaine. Donc quand je dis à la recherche du jardin d'Éden utopique, c'est pour déconstruire cette utopie en fait. Parce qu'en fait, on nous a appris que ce jardin d'Éden est le centre
de tout. Et que, à la fin, nous repartirons encore dans ce paradis qu'on appelle le jardin d'Éden céleste. Et donc, l'étude qu'on va essayer de faire aujourd'hui, tout au long de ce mois-ci, va être très difficile. Parce qu'il va falloir malheureusement qu'on lise certains textes. Il va falloir malheureusement qu'on lise certains textes. Il va falloir malheureusement qu'on lise certains textes. Parce qu'en fait, quelles sont les méthodes que j'utilise? Parce que je m'adresse aux historiens qui m'écoutent, parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui m'écoutent. J'utilise déjà, la philologie. Ça veut dire c'est une étude d'écritures anciennes par comparaison. Ça veut dire je prends les histoires contemporaines de la Mésopotamie et de l'Égypte antique et j'essaye de comparer quelles sont leurs origines et quelles sont leurs influences. Ça, c'est la philologie, l'écriture. J'utilise aussi la technique diachronique, c'est-à-dire diachronique, ça veut dire critique de texte, critique entre deux textes. Je prends un texte d'une période X et je compare ça avec un autre texte d'une période Y et je fais une diachronie. Et j'essaie donc de voir par chronologie quel est le texte qui précède. Et par cette méthode, je peux absolument comprendre d'où viennent les textes de ce que tu lis tout le temps. Dernière façon de travailler, c'est par historiographie, c'est-à-dire par histoire comparée. Voilà pourquoi je dis, si tu viens à Zoé, comme ceux qui m'écoutent et ceux qui prennent plaisir de m'écouter depuis très loin, tu ne peux pas te plaire ici parce que on est obligé d'étudier, c'est la rigueur. Il faut une rigueur scientifique. Il faut une rigueur, bon, laissons le mot scientifique, il faut une rigueur d'observation. Une caractéristique de pouvoir dire, je veux comparer deux textes. Je veux comparer, je n'ai pas peur de comparer les textes. Parce que la foi, on parlera de la foi à la fin. Parce que c'est notre deuxième petite thématique, le jeu de la foi. Donc, si j'ai expliqué par philologie, par diachronie et par historiographie, on peut donc commencer à la recherche du jardin d'Éden utopique. Si tu poses la question à tout enfant aujourd'hui, c'est quoi le jardin d'Éden? Il va t'expliquer le jardin d'Éden. Il va te dire, ça se trouve là-bas, Dieu a fait ceci, Adam est tombé, Ève est levée. Ils vont t'expliquer ça avec beaucoup. On appelle ça la mémoire collective. L'Africain vit de mémoire collective. On a donné un narratif aux Africains. Et les Africains, maintenant, qui se reconnaissent dans ce narratif, ne pensent pas à comparer les autres narratifs de son propre peuple pour se poser des questions réelles. Et forcément, la foi vient en jeu, comme on le dit le plus important, c'est que la foi ne te permet même plus de réfléchir. Parce que quand tu réfléchis, on te regarde, on dit que tu es le diable. Parce que le cerveau, finalement, n'est que là pour la décoration. Donc, à la recherche du jardin d'Éden, on a 11 chapitres à regarder. Wow, c'est long, le chapitre. C'est voilà pourquoi on ne peut pas faire ça mieux. C'est du chapitre 1 au chapitre 11. On fera la philologie, on fera la diachronie, on fera l'histoire comparée. Mais je vais faire un résumé, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Je ferai un très beau résumé. C'est tellement sucré. Parce qu'on a beaucoup de questions à se poser. Comme les semaines précédentes, on a fait Paléoanthropos, où on a essayé de décrire les premiers humains ou les premières formes humaines des hominidés qui se sont dispersés depuis l'Afrique et qui ont peuplé le monde. Aujourd'hui, on va passer par là aujourd'hui. On va voir les peuples d'Afrique. On va voir les peuples d'Amérique. On va voir les peuples d'Australie, des îles. Pour se poser la question, est-ce que Yahvé, ou celui qui a écrit les textes de la Bible, a pris en compte tous les peuples du monde? Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Voilà pourquoi je dis c'est utopique. Alright? Donc, on y partit. On y partit. Ça veut dire qu'on y va. Le plus gros problème que nous pourrons avoir ici, c'est l'attention. Il faut que nous soyons attentifs. Ok. Aujourd'hui, ce que je veux qu'on puisse toucher, c'est la continuité. Parce que je veux plus m'appesantir sur la dispersion. C'est un peu ça que je vais essayer de faire aujourd'hui. Et nous avons appris donc à partir de cette dispersion qu'il y a eu ce qu'on appelle, comme ça on va faire ça avec beaucoup de détails le jour de la conférence. Tout commence quand il y avait la divinité la plus amnésique au monde.
Non, c'est parce qu'il est amnésique. En fait, il crée l'homme et il oublie que il a créé l'homme. Il a failli créer l'homme et il se pose la question, j'ai créé l'homme, mais il n'est pas bien que l'homme reste seul. C'est comme s'il n'a pas pensé de faire la femme. Désolé pour vous les femmes. Ok? Il y avait dans son amnésie accrue, voir qu'il y a trop de mal sur terre. Mais tout ce qu'il a créé est bon. Voir qu'il y a trop de mal sur terre et il se répand d'avoir fait l'homme. Ah, c'est une amnésie grave. Tu ne peux pas être omniscient, omniprésent, omnipotent, mais tu t'étonnes que l'homme est devenu mauvais. Mais on accepte ça comme ça. C'est pas grave. Alors ici, ça commence par là. La première catastrophe humaine s'appelle le déluge. Alors, on commence par le déluge. Et comme vous le savez, je mettrai les textes d'Atramasis à côté, les textes de Gilgamesh à côté, les textes de Enuma Elish à côté, qui attestent de la cartographie du déluge, c'est-à-dire les écritures du déluge, elles précèdent les écritures de Gilgamesh, les écritures d'Enuma Elish et de Enuma Elish précèdent les textes de la Bible. Ça vient à 4700 ans avant notre ère. Okay? Donc ça veut dire la Bible est écrite au 7e, 6e siècle. Donc ça précède. Donc ici, on commence par le déluge. Parce que le déluge, c'est la base. Mais le but du déluge, c'est quoi? On va faire ça à la conférence. Pour les textes sumériens, les hommes font trop de bruit. Ils sont trop bruyants. Donc Ea décide, à travers ce qu'elle a entendu de Enlil, qui est elle, de détruire la terre, mais Ea décide de sauver l'humanité en passant le message à Atramasis, en disant qu'Atramasis construit un arc parce qu'il y aura un déluge. Ok, ça c'est Atramasis. Il faut que les gens sachent que cette histoire existe 2500 ans avant votre Bible. Bien longtemps. Okay, les textes sont là. Mais les chrétiens ne veulent même pas voir ça. Et quand tu vois les chrétiens débattre sur l'historiographie et la diachronie, tu te poses la question si ils ont même dépassé le CEP. Tu te poses la question. Et voilà le sujet de la foi qui vient là. Donc, Atramasis donc décide de construire l'arc et d'y mettre sa famille et de mettre les animaux à l'intérieur. Et il est resté 7 jours, 6 nuits. Et à base de cela, après un certain temps, la terre s'est cherché, il a envoyé une colombe, 2 colombes et un corbeau. Et le corbeau est revenu, ça a mené les plants, ils sont sortis de l'arc. Et à partir de là, ils ont commencé à se disperser sur terre. On viendra dessus tout à l'heure. Ah, c'est les textes les plus puissants parce que les peuples puissants ont instruit ce type de thématique. Maintenant, on vient sur la Bible. C'est important de le dire parce que s'il faut déconstruire, s'il faut construire quelque chose, pas construire quelque chose sur un narratif qui est faux. Parce qu'on va parler du déluge tout à l'heure. On va entendre le déluge. Parce qu'on va aller à la dispersion. Ça va être long, hein. Excusez. Mais écoutez, c'est très intéressant. Dans le déluge pour la Bible, c'est Noé. Noé, comme on va essayer de le voir, il y a des inconcordances entre les textes de la Septante et les textes mésorètes. Des très grosses inconcordances. Qu'on va peut-être voir le moment, parce qu'on dit que la Bible n'est pas ajoutée, n'est pas enlevée. Les gens ne connaissent vraiment rien du tout. Okay? Les textes de la Septante et les textes de la Mésorète sont différents. Parce qu'il faut même savoir que Méthusalem vit tellement longtemps qu'il a même survécu au déluge. Si tu prends les textes de la Septante, il a dépassé l'âge, la période de ça qu'il a survécu, peut-être il était au ciel. Donc en fait, en réalité ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au déluge, qui est identique au déluge de Gilgamesh, d'Atramasis, etc., dans sa construction idéologique, Noé sort, il a 3 fils. Et ces 3 fils-là, ce sont eux. Sem, il faut qu'on définisse Sem. Ham, il faut qu'on définisse Ham. Japheth, il faut qu'on définisse Japheth. Tout à l'heure, peut-être on va le faire. Et il faut qu'on puisse comprendre autour de Sem, Japheth et Cham, quelle est la construction idéologique que celui qui a écrit le texte veut nous faire comprendre. Pas dans la réalité historique, mais dans son narratif que toi aujourd'hui tu as pris comme parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va essayer de faire la conférence, parce qu'il faut montrer les images. Parce que moi j'aime que l'image reste dans la tête en fait. Avant qu'on ne reparte en arrière, parce qu'on est d'abord là pour décrire le narratif biblique. On sait que Sem a eu des enfants. Il avait Elam, il y avait Assur, il y avait Asparchat, il y avait Loud, il y avait Aram.
Ok? On a Japheth, il y avait Gomer, il y avait Magog, il y avait Mida, il y avait Yavan, il y avait Toubal, il y avait Meshek, il y avait Tarsis, il y avait Cham, il y avait Cush, il y avait Mitzraïm, il y avait Pouf, il y avait Canaan. Alors ici, voilà les peuples de la terre. Je ne sais pas comment quelqu'un qui a fait l'histoire à l'école, à part si l'histoire napoléonienne ou des révolutions françaises, peut-être s'est casé sur ça, il n'a pas fait l'histoire, il n'a pas fait la préhistoire, qu'on peut croire aux choses comme ça. Ok? Parce que j'essaierai tout à l'heure de décrire à peu près pourquoi est-ce qu'il a pris tous ces noms-ci. Parce qu'il faut déconstruire cela pour les Africains. Les Africains ont besoin de s'émanciper de ce mensonge. Ok, on va repartir en arrière tout à l'heure. Donc, ces trois fils ont dit avoir peuplé toute la terre en près de 5500 ans. Ce qui est encore très grave. Parce qu'on a des questions à se poser. Noé avec quelle couleur de peau? On a le droit de se poser ces questions. Puisque l'évolution épidermique des hommes, comment est-ce que certains sont devenus blancs et noirs en si peu de temps? À part ils ont utilisé le rapide clair. Ok? Donc, il y a des questions qu'on doit se poser. Let's go. Donc, ces trois personnages-ci, qui ont leurs femmes, ont peuplé la terre. Donc, on va essayer d'entrer dans les détails. Même si on ne veut pas se poser la question si l'âge de près de 150 mètres et de 7 mètres de hauteur peut porter tous les animaux de la terre, en oubliant les fourmis. Parce qu'on n'a pas parlé des fourmis. Et ça ne gêne personne de savoir que les fourmis, c'est les créatures les plus populaires de la terre. Donc si tu mets toutes les fourmis dans le bateau, ça va couler. Ok? Si tu mets les fourmis deux par deux. Il y a des incohérences même au niveau de l'écriture sacerdotale, qu'on va peut-être voir pendant la conférence. Ok, mais allons dans la dispersion. La dispersion m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui. Parce que je veux essayer de dire à mes collègues qu'il ne faut plus qu'ils lisent ce texte. Pourquoi? Parce que, il y a la fixation de Cham. Cham veut dire chaleur. Ok, Cham veut tout simplement dire chaleur ou chaud. Ok, quand on parle des kamites, on parle des endroits chauds. Alright, c'est très d'abord important ça. Kamit, ou je veux dire, le mot Cham veut dire chaleur. C'est important. Ça veut dire celui qui écrit le texte n'écrit que le texte par rapport aux régions qui sont chaudes, c'est-à-dire le nord de l'Afrique. Alright. C'est d'abord important. Quand on parle maintenant de Japheth, je vais aller rapidement. Quand on parle de Japheth, ici, c'est associé à la beauté. Naturellement, c'est associé à la beauté. Mais, typiquement, quand on essaie de voir les fils de Japheth, c'est des personnages qui sont plus au nord, dans les régions qui sont plus, où il fait plus froid. Ok? Et, parce que je vais être spécifique tout à l'heure, parce que quand on parle de Japheth, on retrouve Japheth beaucoup plus dans les textes d'Ézéchiel. Ok? Quand on parle de Tyr et Sidon, quand on parle de la beauté, c'est Yaphith, ok, ou Yafi. C'est les régions pour lesquelles les peuples étaient très puissants et les temples et les palais étaient très beaux. Mais quand tu recenses les fils de Japheth, c'est les régions pour lesquelles il fait froid. Et quand on parle de Sem, c'est encore ça qui est très intéressant. Sem ici, qui veut dire plus ou moins comme, ça veut plus ou moins dire nom, ou grandeur de nom. Et tu vois que si on prend la peine de Sem, veut dire grandeur, gloire, ok? Et quand on prend les fils de Sem, on voit que c'est le fils de la gloire. Parce qu'en fait, les peuples à cette période étaient puissants. C'est-à-dire qu'on voit les Élamites, on voit les Assour, on voit les Louds, on voit les Aram. C'est les peuples de l'Irak, Iran et Afghanistan. Donc, voilà donc les trois peuples. J'ai résumé ça parce que je ne voudrais pas qu'on perde beaucoup trop de temps sur ce. Mais ces trois peuples-là, on a dit que c'est eux qui ont peuplé la terre. C'est une vraie question anthropologique ici qu'on doit se poser. On a vu que Cham, parce que je veux commencer par Cham, c'est très intéressant de commencer par Cham. Écoutez, pour ceux qui nous écouteront, ça va être peut-être très intéressant pour eux. Quand on parle de Cham, on parle des endroits pour lesquels il fait chaud. Les endroits de chaleur. Et on sait que dans les textes de la Genèse chapitre 10, on dit que Cham a eu
4 enfants connus. On dit Couche, la dynastie Couchite, Soudan. Mitzraïm. On va se poser la question, pourquoi Mitzraïm vient en deuxième? On aura la réponse tout à l'heure. Mitzraïm, ça veut dire, c'est l'Égypte. Ok? On a Pouf. Et on a Canaan. Pouf, c'est l'endroit de l'Égypte et de l'Algérie. La Libye, pardon. C'est ce qu'on appelle Pout. Et tu vois que ces 3 fils-là, on dit que c'est eux qui ont peuplé la terre. Alright? Ok. Et quand on va à Japhet, on voit Gomer, Magog, Midaï, Yavan. Yavan, pour tous ceux qui connaissent un peu les textes de la Bible d'Ézéchiel, Yavan, c'est ce qu'on appelle la Grèce. Ok? Et si on prend donc ce petit narratif qu'on a allé rapidement, je souhaite que vous ne dormiez pas, ok? On réalise ici que dans cette connotation, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le monde s'est dispersé dans cette petite région-là. C'est-à-dire que les hommes, après que la tour de Babel, qu'on parlera peut-être la prochaine fois, a été cassée. Si il y a des questions sur la tour de Babel, je vais répondre, parce que la tour de Babel, il faut peut-être l'expliquer avec beaucoup de détails. On le fera peut-être tout à l'heure la semaine prochaine. La prochaine tour de Babel. J'aurais même dû commencer par là. Je reviendrai dessus tout à l'heure. C'est que cette dispersion des hommes, selon les textes bibliques, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? Parce que ça, c'est le monde connu. C'est le monde que les peuples dominants connaissaient. Donc, on doit donc se poser la question en parallèle. Quels sont les rois à cette période ou à une période dite qui ont la même diachronie, qui ont la même histoire? Est-ce qu'on se comprend? À la période pour lesquelles... Parce qu'ici, on est à près de 1000 ans après la création de l'homme, selon la Bible. Ok? On a mis, parce qu'après qu'il y ait Noé a vécu pendant près de 900 quelque chose d'années. 950, un an. Ok? Il a vu Adam. Adam l'a vu. On se comprend? Il a vu Adam. Adam l'a vu. Parce que Adam est aussi moi là, 900 et plus. Et on va se poser la question, mes amis. Est-ce que, par diachronie, on va faire la belle conférence, est-ce que les peuples sumériens ou Assour avaient aussi, après le déluge ou avant le déluge, les hommes qui vivaient très longtemps? On ne le sait pas. On mettra le texte. Parce qu'avant le déluge sumérien, les rois vivaient près de 2500 ans. On se comprend? Voilà pourquoi, si tu n'évolues pas par diachronie, tu peux pas comprendre d'où ça vient que les hommes vivaient très longtemps. Parce que pour les peuples Assour, on a fait les peuples Assour la semaine passée, il y a quelques mois, les premiers personnages qui habitent dans les tentes vivent près de 2500 ans. 3000 ans, 1000 ans. Donc les hommes qui vivent très longtemps avant le déluge existent. Et c'est écrit dans les textes sumériens. Est-ce que les serviteurs le savent? Non. Voilà pourquoi il faut venir à la conférence. Cette conférence est importante parce qu'elle expose, je vais montrer la stèle écrite et la traduction. Tel roi a commencé à régner, telle période, tel il a vécu 2500 ans, il a vécu 2300 ans, il a vécu, et après le déluge, l'âge a commencé à réduire. On se comprend? Ces textes sont importants de décongestionner notre cerveau. Parce qu'on n'a pas ces informations. Enfin, moi, je les ai. On se comprend? Parce que moi, j'écoutais, si un pasteur dit, les hommes, parce qu'il parlait de la foi, il dit, les hommes ne vivent pas longtemps aujourd'hui parce qu'ils ont péché. Avant, ils vivaient très longtemps. La Bible dit, il ne sait pas qu'avant, dans les narratifs de la Mésopotamie, les hommes vivaient plus de 1000 ans, 2000 ans. C'est après le déluge que les âges ont commencé à réduire à 120 ans. Vous allez voir le mot 120 ans dans le texte sumérien. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je disais qu'il y a beaucoup d'années fut la loi, je ne comprenais pas l'histoire de fut la loi. On continue. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qu'on va faire, c'est juste, si on veut construire une Afrique solide, il faut déconstruire ce qu'on nous a donné comme puge. C'est ça, et on ne peut pas comprendre ça quand les gens sont en train de parler en langue derrière. Ils sont en train de parler en langue. Et d'autres de vos amis qui sont pas là, ils sont encore en train de danser dans une autre église, en train de danser avant de venir à 13h. Ils vont danser, bouger, danser. Puis il va dire à la soeur, je suis en retard. Parce qu'il danse d'abord. Il faut danser. La danse, c'est pas mauvaise. Donc ici, on continue. Non, c'est pas bad. Non, mais c'est vrai, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Moi, je fais mon travail. À la fin, je serai récompensé avec une fleur. Donc ici, quand on voit les peuples africains, on voit Pout, on voit Couche, on a se posé la question, pourquoi est-ce qu'il met le peuple couchite au devant? C'est parce que
naturellement, il faut voir que on met le peuple couche parce qu'en 727, en 673, je vais mettre le texte ici, le peuple, l'hégémonie couchite en Égypte avait dominé la 25e dynastie. La 25e dynastie au 7e siècle dominait l'Égypte. Ok? Voilà pourquoi on voit le mot couche au départ. Bon, ça détermine déjà, si on met couche au départ, c'est parce qu'eux, ils connaissent à travers les narratifs le peuple couchite. Mais ce couche, c'est toute l'Afrique. C'est la question qu'on a se poser. On reviendra à ça tout à l'heure. Donc ici, dans notre narratif, il faut qu'on puisse, naturellement, avoir la connaissance historique pour déconstruire ces narratifs-là et reconstruire quelque chose d'autre. Pour le côté sémitique, que tout le monde connaît, malheureusement, on a Elam, Assur, Asparsa, on ne connaît pas d'où ça vient. Asparsa, ça n'existe vraiment pas. C'est un mot qui a été récemment créé. Il y a Loud, qui est ce qu'on appelle la Libye. Il y a Aram, qu'on a toute la région donc de les Araméens, tout ce qu'on appelle l'Irak et l'Iran. Mais ces peuples sont connus à cette période-là parce que quand on parle d'Assur, Assur c'est qui? C'est les rois assyriens. Tu ne peux pas donc dire qu'au départ il y avait un peuple qui s'appelle Assur, parce que Assur ce n'est pas le nom de quelqu'un, Assur c'est le nom d'un peuple. Même quand on parle de Canaan, Canaan ce n'est pas le nom de quelqu'un, Canaan c'est le nom d'une région géographique. Ok? C'est important d'abord de le dire. Et Canaan, dans Canaan, il y a des peuples qui sont là depuis des centaines et des milliers d'années. Donc ici, dans ce qu'on essaie de faire, en quelques minutes, avant qu'on ne reparte à la tour de Babel, c'est la dispersion de l'Afrique selon les narratifs bibliques sont utopiques, sont tellement fausses qu'elles ne sont pas représentatives de ce que l'Afrique a été. Et on va parler de ça dans quelques minutes. C'est que ne sont absolument pas représentatifs. Absolument pas représentatifs de ce que l'Afrique est ou de ce que l'Afrique a été. Et le vrai problème que nous avons, c'est que ce narratif-là, on ne le connaît pas. Donc, allons dans le narratif africain. Parce que je dis encore, Put, la façon dont on dit Put, la façon dont on dit Mitzraïm, la façon dont on dit Couche, ce sont des périodes du 7e au 6e siècle qui étaient dominants en Afrique du Nord. C'est-à-dire le Soudan, l'Égypte, la Libye. Ce sont ces régions-là qui étaient connues du monde grec, du monde perse. Ça veut dire quoi, mes amis? Quand les Perses ou les Assyriens commencent à dominer le monde, ils viennent en Afrique du Nord et ils dominent les rois égyptiens. Ils mettent les bustes égyptiens, ils mettent les bustes perses ou assyriens en Égypte. Et donc, il y a un recensement que je vais lire. Ce recensement est pour moi très 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 important. Je vais lire pour Nebuchadnezzar et je vais lire pour Darius. Parce que je veux qu'on se comprenne. Je vais lire les textes de Darius et les textes de Nebuchadnezzar. On commence d'abord pour Nebuchadnezzar. Après on va aller sur... Donc on va d'abord pour Nebuchadnezzar. Ici pour comprendre la... Hein? Ça va aller? Ne dormez pas, pardon. On va y arriver. Ok, ici. Même si c'est attesté dans la Bible, ok? Nebuchadnezzar, quand il vient, il domine le monde, il domine Israël, il domine Tyr et Sidon, il vient en Égypte, il essaye de combattre. Voilà ce qui est écrit sur sa stèle. Nebuchadnezzar consacré la construction des ziggourats. On va se comprendre pourquoi il dit ziggourats tout à l'heure. On va parler de la tour de Babel, ok? Les ziggourats et terminant, on va définir ça tout à l'heure. On reviendra sur ça tout à l'heure. La totalité des hommes, des peuples éloignés que mon Seigneur m'a donné. Ça, c'est ce que Nebuchadnezzar dit. Ici, ce n'est pas Yahvé. Yahvé n'est même pas dans l'équation ici. Parce que celui qui a dominé Israël et tous les peuples autour, il a sa stèle, son écriture existe cuneiforme. Je mettrai ça à sa côté. M'a donné. Je les ai mis au travail. Et que, il a mis tous les peuples au travail. C'est de là que vient la notion d'esclave. On se comprend? Des peuples dits israéliens. C'est de là que vient cette notion. Ça, c'est ce que Nebuchadnezzar dit. Nebuchadnezzar. Les a mis au travail lors de la construction de l'État Menanki.
et leur imposer une corbeille de briques. Donc, le narratif qu'on aime bien dire que les Israéliens ont travaillé en Égypte, ce n'était pas en Égypte. C'était sous Nebuchadnezzar. C'est important de le dire. Ok. Et ici, ça c'est un reflet du 6e, 7e siècle. 6e, 5e siècle. Je lis un autre texte qui est aussi important. Sur la stèle des Perses. Parce que c'est important qu'on lise ce document. Ok. Ici, ça c'est Darius. Darius a régné de 522 à 486. Avant notre ère. Voilà ce qu'il dit. C'est là où tu vois à peu près le narratif qui est identique. Pour construire, il faut déconstruire. Ok? Le roi Darius déclare, grâce à Ahura Mazda. Ahura Mazda, c'est comme Marduk, c'est Enlil, c'est elle. C'est la divinité tutélaire. Voici les peuples que je tenais avec cette armée perse. Eux qui me craignaient m'apportaient les tribus et l'amite. Si tu fais le texte, tu fais la diachronie avec ce que la Bible dit, tu vas voir que le premier peuple, c'est les Élamites. Élamites, les Mèdes, les Babyloniens, les Arabes, les Assyriens. Sem. On va faire peut-être une comparaison ce jour-là. Okay? Si vous connaissez le texte de Genèse chapitre 10. Okay? Deuxième, les Égyptiens. Ici, Mitraïm. Les Araméens, Aram. Les Cappadoniens, c'est pas écrit là-bas parce qu'ils ne connaissaient pas le peuple là. Les Lydiens, Loud. 3. Les Grecs, Javan. Qui sont sur terre. C'est le recensement que l'homme le plus puissant sur terre te donne. Sont sur terre et ceux qui sont sur les mers. Il prend les peuples des mers. Qui sont outre-mer. Les Aragiens, les Parthes, les Draguiniens, les Ariens, les Bactriens, les Sogdiens, les Chorosmiens, les Sagadidiens, les Aroches, les Arachossiens, les Indiens, c'est-à-dire on est à des idées comme ça, les Gandradiens, les Schistes et les Mysiens. Tu réalises que sur les 3 premiers livres de la stèle de Darius, tu vois ça dans le texte de Genèse chapitre 10, dans la nomenclature de la dispersion. Donc, on a donc se poser la question, Darius a régné en quelle période historique? Pour avoir le même narratif que la Bible y avait. Ça veut dire celui qui écrit le texte ou édite le texte et l'écrit du 6e siècle au 5e siècle. Ce n'est pas un débat, c'est un fait, par diachronie. Parce que tu compares deux textes et tu vois qui est le plus puissant et que tu vois des correspondances lexiques, les correspondances philologiques, les correspondances, comme on a dit il y a quelques mois, la topographie. On voit le côté topos, la topologie, on se dit, ok, les noms sont identiques. Les régions historiques sont identiques. Les noms des rois sont identiques. On a donc se poser la question, est-ce que c'est depuis la création que c'est écrit ainsi? Parce que Noé, après le déluge, c'est la dispersion de l'homme. 1000 ans après la création. Ou près de 1000 ans après la création. Donc ici, cette déconstruction, je la trouve tellement importante. Parce qu'aujourd'hui, on se base sur ça pour parler de la dispersion. Et comme on a bien dit, la civilisation a commencé en Mésopotamie. Ça veut dire les Mésopotamiens, selon les textes de Noé, nous démontrent que c'est eux qui sont déportés pour venir en Afrique. Pourtant, c'est un narratif qui est faux. Parce que n'oublions pas que le mot Ararat, comme on le fera pendant la conférence, le mot Ararat, je mettrai la stèle ici, de Darius. Parce que c'est important que les gens voient les preuves matérielles du monde circonscrit. Donc, naturellement, dans cette déconstruction que j'essaie de faire, le but ici, c'est de se poser la question, ok, si c'est le monde connu, parce que c'est le monde qui a été exploré par les explorateurs et les puissances hégémoniques, qui sont venus au nord de l'Afrique et ont commercé, ont dominé. Ils ont dominé la Grèce, ils ont dominé jusqu'en Afghanistan. Et c'est là qu'ils s'arrêtent. Est-ce qu'il y avait les peuples en Asie extrême? Est-ce qu'il y avait les peuples en Afrique du Sud? Est-ce qu'il y avait les peuples en Amérique du Nord et en Amérique du Sud? Est-ce qu'il y a des traces visibles de ces peuples? Quelles sont leurs datations? Et comment on date? Comment on date? Je vous dérangeais. Supportez seulement mon truc là. Parce que
Si on n'est pas prêt, on ne peut pas y arriver. Right? On doit être prêt mentalement, historiquement et avec les mots. Comment fait-on une datation? Il y a différentes méthodes de datation. Il faut que les gens écoutent ceci. Et la datation qu'on appelle par stratigraphie. C'est-à-dire par les strates. On essaie de voir les différentes couches de la Terre pour faire une datation. On appelle ça par strate. Ok? Il y a la datation par le climat. On est ensemble? Bon, les strates, il faut expliquer les strates. Les strates, c'est pas seulement les couches des rochers. Les strates aussi, c'est les strates que les ossements humains peuvent avoir par différentes méthodes. C'est très important qu'on puisse mettre ça en perspective. Je ne sais pas. Ces strates sont importantes parce que la stratigraphie nous permet de comprendre, c'est une méthode qui a été utilisée jusqu'au 19e siècle, pour comprendre qu'est-ce qui est plus ancien et qu'est-ce qui est nouveau. On peut aussi parler le climat. Le climat, c'est deux choses importantes. Parce qu'on va dire, mais monsieur, comment tu vas dater? Parce que si j'entre en disant que les peuples africains sont là bien avant que Noé ne raconte ses conneries, cette utopie-là, il faut que je puisse démontrer historiquement comment est-ce qu'elles sont plus anciennes. On se comprend? Parce que si je ne dis pas ça, on va croire que je fais des affabulations. Il faut démontrer par la méthode, première méthode, la stratigraphie. C'est-à-dire les différentes couches que la Terre a. On peut absolument déterminer quelles sont les périodes anciennes et les périodes nouvelles. C'est-à-dire que simplement, tu creuses le sol, tu vois à l'intérieur, tu vois une couche très noire, en bas, tu vois une couche très jaunâtre. C'est les strates différentes du sol. Ces différentes strates du sol te montrent que ce qui est en bas est plus ancien, ce qui est en haut est nouveau. C'est tout. Et les différentes strates prennent un certain nombre de temps avant de s'emmagasiner. Donc on peut déterminer si c'est la période Holocène ou Pléistocène. Bon, Pléistocène, c'est la période interglaciaire de 2 300 000 jusqu'à 12 000 ans. L'Holocène, je sais, on va y arriver. Pléistocène, c'est la période interglaciaire entre 2 300 000 années et 12 000 ans. Ça veut dire que c'est la période interglaciaire, c'est la période où les glaciers commencent à fondre. Et cette période interglaciaire a permis donc les mouvements de la plupart des hominidés en Afrique de commencer à partir par les différents détroits. Pléistocène. Ok? Deuxième chose, il y a le Holocène. L'Holocène, c'est la période tempérée. Holocène. C'est la période tempérée. C'est la période pour laquelle, à partir de 12 000 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est les périodes tempérées. Le désert du Sahara se réchauffe. Les détroits, les eaux augmentent parce qu'il fait de plus en plus chaud. Alright? Est-ce qu'on est ensemble? Donc ces deux périodes-là vont aussi dans le sens, à partir de 12 000 ans, on va quitter du paléolithique, paléos, âge de pierre, mésolithique, âge intermédiaire et néolithique. C'est-à-dire, il y a peut-être 6 000 à 7 000 ans. On va étudier cela. Parce qu'on quitte. Non, c'est important. Parce que tu sais, pour pouvoir expliquer aux gens qui se trompent, il faut qu'on ait des preuves matérielles. Pour déconstruire quelque chose, pour construire quelque chose, il faut déconstruire l'ancien narratif. Parce que j'ai démontré tout à l'heure, et je le ferai à la conférence, que l'histoire de Noé est créée. On a créé l'histoire de Noé pour attester un peuple sémitique. Ça a été créé. Parce que les peuples sémitiques n'étaient pas les plus puissants sur terre. C'est absolument faux encore. Okay? C'était puissant dans la région de la Mésopotamie. Alright? Donc, quand on parle donc de la période Pléistocène, Holocène, que j'ai expliqué, Pléistocène, c'est la période 2 300 000, il y a 12 000 ans. Et l'Holocène, 12 000 ans jusqu'à la période d'aujourd'hui, parce que c'est une période tempérée, il fait chaud. Il faut savoir qu'avant, ce n'était pas le réchauffement climatique qu'il a fait, parce que les plaques tectoniques et le mouvement de la Terre et le réchauffement du Soleil ont fait, pas le réchauffement du Soleil, c'est-à-dire les explosions solaires ont fait en sorte que nous puissions être dans une période tempérée. Ok, tempérée. Donc, quand on parle donc de la méthode de calcul, on a dit qu'on a la stratigraphie. C'était les différentes couches qu'il y a au sol, les différentes strates que les animaux anciens peuvent avoir sur leurs os. Ça s'appelle la stratigraphie. Et aussi dans la stratigraphie, on utilise aussi
les pierres taillées. On essaie de voir à telle période la pierre était taillée comme ça, à telle période la pierre était taillée comme ça. On peut absolument déterminer qu'est-ce qui est ancien et qu'est-ce qui est nouveau. On est ensemble? Ensuite, maintenant, on a le climat. Le climat se subdivise en deux. Écoutez, c'est très intéressant. Ok? La connaissance, ce n'est pas une mauvaise chose. Le climat se subdivise en deux. Puisqu'on quitte du Pléistocène à l'Holocène, on quitte des régions très froides aux régions assez tempérées comme aujourd'hui. Pour comprendre, il faut prendre ça sous deux angles. Il faisait très froid et on peut aller vers les Arctiques et on fait ce qu'on appelle les carottes glaciaires. Et on creuse avec des forages, des carottes glaciaires à des mètres de profondeur pour déterminer les différentes couches que ça peut avoir dans le sol. Pourquoi? Parce que quand il fait froid, les couches de glace s'accumulent. Sur la pression des eaux s'accumulent, on peut absolument savoir si c'est la période de l'hiver ou c'est la période de l'été. Pourquoi? On peut savoir. On va dire, mais tu sais ça comment? Non. C'est par rapport à la différente qualité de l'isotope de l'oxygène. Il y a l'isotope oxygène 18, l'isotope oxygène 16. Ces deux isotopes ont des différentes caractéristiques de poids. L'isotope 16 est beaucoup plus lourd que l'isotope 18. Donc, on va donc retrouver les bulles de gaz dans les carottes glaciaires qui déterminent donc la caractéristique de l'isotope de l'oxygène. S'il y a des questions après, je vais répondre. No, voilà, all right? Mais je suis obligé de passer par là. Ça, c'est par le climat. Deuxième forme de climat, c'est par les éruptions. Les éruptions ici n'arrivent pas partout, ça arrive dans les régions où il y a une certaine hauteur, une certaine altitude. Et ces différentes explosions de magma et de lave jettent donc des substances dans l'air. Après maintenant précipitation des pluies ou de la neige, dépose donc des sédiments au sol. On peut maintenant déterminer à quelle période cette explosion a eu lieu et déterminer la période pour laquelle ça a été historiquement. On est ensemble? C'est pas tout, il y a aussi ce qu'on appelle électromagnétique. Les méthodes, hein, très intéressant. On est ensemble? Électromagnétique. Électromagnétique, ça veut dire quoi? Vous savez que... Vous allez se m'apprendre. Okay? Vous savez que au centre de la Terre, il y a la fusion thermo, on a fait ça ici, la fusion thermonucléaire. Super, I like it, come on. Dans cette fusion thermonucléaire, il y a la production de ce qu'on appelle le fer et l'argon. Et le fer et l'argon, on le sait, quand c'est en ébullition, ça crée ce qu'on appelle un champ magnétique. Et le champ magnétique, qui est variable depuis la période pléistocène, la période de Holocène, ça quitte du pôle nord au pôle sud. Ok? Ça quitte comme ça. Mais, comment donc savoir? C'est que dans les mers, dans les couches des mers, quand il y a éruption, bon, je prends un exemple, c'est très intéressant. Si tu prends le fer, tu déposes le fer en briques, tu prends les petites trappes de fer, tu mets ça un peu partout, et que tu prends l'aimant, et que tu viens avec l'aimant, ça va attirer, n'est-ce pas? Ça va prendre des lignes. Donc, à travers donc, les lignes là, on peut donc déterminer à la période pour laquelle il y avait une rotation magnétique. C'est-à-dire les magmas qui s'accumulent dans le sol, les magmas qui s'accumulent dans les mers, on peut, à travers leurs traces, on peut savoir si c'était le pôle nord ou le pôle sud et déterminer la période pour laquelle ces strates de glace est, ces strates de magma sont. On est ensemble? Voilà. Si je donne les méthodes rapides, à part maintenant, à partir de 1950, après Marie Curie, on a pu découvrir le carbone, que tout le monde connaît, le carbone, la datation carbone, etc. Mais il y a beaucoup d'autres. Il n'y a pas explosion des électrons sur les particules pour déterminer aussi le temps. Il y a beaucoup de méthodes. Je donne les méthodes parce que c'est important de comprendre ces méthodes-là pour qu'on puisse avancer. Je sais que je vous ai ennuyé pendant 10 minutes. Mais c'est important de le dire parce qu'on peut vous demander, tu sais ça comment? Comment tu peux prouver que c'était ancien? Voilà les méthodes utilisées en fait. Stratigraphie, climat, électromagnétisme, datation carbone. Ce sont les différentes méthodes qu'on utilise pour voir ce qui est ancien et ce qui est nouveau. On est ensemble. J'ai pris quelques exemples. Pendant la conférence, on va le faire avec beaucoup de bonheur. Je montrerai les appareils qui nous permettent même de les calculer. Parce que je dis que pour construire, il faut déconstruire. Donc, les questions qu'on doit donc se poser, parce qu'on a fait près de 50 minutes, excusez-moi, je suis très long, parce qu'on va prendre notre sujet tout à l'heure. Parce que je voulais qu'on fasse la tour de Babel. On va peut-être le faire la semaine prochaine. Les questions qu'on doit donc se poser sur ces différentes méthodes, si la thèse utopique de Noé et sa dispersion, il y a
5000 ans avant notre ère, ça fait 5000 ans aujourd'hui, 5500 ans, on a se posé des questions. Est-ce qu'il y a une peuple qui sont toujours à l'instant-ci dans ces régions du monde? Comment s'appelle-t-il? Est-ce qu'il y a donc des preuves archéologiques, historiques pour lesquelles ces peuples sont dispersés, sont restés là-bas et on appelle ça, que le déluge n'a pas touché? Parce qu'on nous a dit que le déluge a tué tous les hommes sur terre et qu'il ne restait que Noé, Sem, Ham, Shem, etc. Mais donc, est-ce qu'il y a les populations qui ont habité dans ces peuples, ont mis cette région connue du monde à cette période du 6e, 7e siècle? Est-ce qu'il y a des gens qui y habitaient? On va commencer. Parce qu'on prend l'Afrique en dernier, parce que l'Afrique c'est trop sucré. Ok. L'Afrique est trop sucrée. Je prends d'abord l'Australie. Est-ce qu'il y a eu des peuples en Australie pendant la période du Pléistocène-Holocène qui ont traversé le détroit de Suez pour entrer en Eurasie et pour passer par les îles, toutes les différentes îles et entrer en Australie? Est-ce qu'il y a des preuves matérielles? Alors, les peuples d'Asie ou le sud-est Asie, on réalise qu'il y a 40 000 ans. C'est-à-dire que tu fais 40 moins 5 000, il reste encore 35. C'est pour montrer que c'est pour déconstruire cette utopie. Je vais être très gentil. Ok? Ils sont les premiers habitants de l'Australie et ont développé la culture, les langues, les religions, les croyances distinctes pendant des millénaires. Ok? On les appelle les aborigènes. Ils n'ont même pas changé physiquement en fait. Ils vivent de chasse et de cueillette et de pêche. Mais à l'arrivée des Européens, comme d'habitude, au XVIIe, XVIIIe siècle, ils ont déstructuré cela. Ce n'est pas le but. Donc on a des aborigènes. 40 000 ans. La question centrale, c'est que dans la nomenclature de Noé, qui sont ceux qui sont partis en Australie? Puisqu'ils sont déjà là-bas depuis. C'est crazy thing, ok? On continue plus loin que ça. On se dit, Noé avait quelle texture faciale? Pour que la texture faciale crânienne puisse être de cette forme-là. À part si tu vas me dire que les aborigènes ont cogné le caillou sur la tête. Les aborigènes sont noirs. On se rapproche un peu plus du continent africain. Ils sont noirs. Pourquoi est-ce qu'ils sont noirs? Les aborigènes sont noirs. On se comprend? Je reviens dessus tout à l'heure. Les aborigènes sont noirs, black, pleins de mélanine dans leur corps. Donc depuis près de 40 000 ans, ils sont là-bas. 40,000 years. C'est qu'on retrouve des sites archéologiques, paléolithiques, des pierres taillées et des caractéristiques de momification très avancées, plus que l'Égypte même. Est-ce qu'on peut comprendre que Noé nous a menti? On continue. On va en Asie. L'Asie. Parce que l'Asie n'est pas citée dans le livre du monde. L'Asie n'est pas citée, il faut arrêter. L'Asie n'est pas citée. Les Sémitiques s'arrêtent en Irak, Iran et en Arabie Saoudite, la péninsule perse. Donc, le plus vieux peuple de l'Asie s'appelle comment? Il y a plusieurs groupes de peuples qui ont été présentés sous le contexte depuis des millénaires. Le peuple le plus ancien, on les appelle quoi? Les Négritos. Négritos. On les retrouve aux Philippines. On les retrouve en Inde. Ils sont noirs. Les Négritos. Je ne sais pas d'où ils sont tombés du ciel. Peut-être que c'est Noé qui les a peut-être calqués. On les retrouve aux Philippines. À Haïta. Andamanas. Mani. Thaïlande. Asie du Sud-Est. Ici, on a 45 000 ans. Donc, ça veut dire que tu prends les 5 000 ans de Noé là, tu coupes, les gens habitaient déjà là-bas. C'est le site paléolithique le plus puissant pour lequel on voit beaucoup trop d'instruments à cette période jusqu'à aujourd'hui. Et les peuples n'ont pas changé de visage depuis ces 45 000 parce qu'on fait n'oublions pas que 45 000 ans, on est Homo sapiens sapiens. On est Homo sapiens sapiens. On est ensemble? Homo sapiens sapiens. Ici, les Négritos ont trouvé principalement en Asie de l'Est, notamment en Philippines, dans les Andaman, les Thaïlandes, ils sont considérés comme les descendants des premiers habitants de la région. Donc, si les premiers habitants de la région ont habité là-bas il y a 45 000 ans, Noé vient beaucoup de temps après. S'il y a eu le déluge, qui les a repeuplés? C'est une question qu'on ne peut pas répondre.
Il faut déconstruire cette histoire-là. Les peuples turciques de Xiangou, une confédération du nomade mentionnée pour la première fois dans les sources chinoises au 3e millénaire, sont considérés comme étant les moins en partie de la langue turquique. C'est important ici qu'on le dise. On va aux Amériques. America. Parce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et on te met ça dans la tête et tu crois. Mais c'est très grave. Parce qu'on va passer de ces différents passages. Il faut qu'on déconstruise ça. Les Blancs nous ont trop menti. Et on accepte ce mensonge complètement. C'est ça qui est grave. On y va. Ici, en Amérique, au Nouveau-Mexique, on retrouve les sites paléolithiques. Au Nouveau-Mexique. On appelle ça les sites archéologiques de Clovis. C'est aux États-Unis. Dans le sud-est du pays. On trouve en partie, c'est trouvé en 1929, un outil préhistorique qui date de près de 13 000 ans. Les premiers fouilles ont mis un jour, parce qu'il faut savoir que 13 000 ans, nous sommes à la période Holocène. Ça veut dire, on peut traverser les régions, on peut traverser les endroits. Voilà les sites ici. 1. À Toka, 22 000 ans. On retrouve les sites paléolithiques à Toka. Tokada. Lopada, ici on est en Amérique du Sud. On est vers l'Argentine. On a Lopa de Boquete. On a 12 000 ans. Ok? On est en Amérique du Sud toujours. On a El Brata, Tibito, 12 000 ans. On est toujours en Amérique du Sud, mais au nord. On a Taïman, 14 000 ans. On remonte aux Amériques. Il y a tellement de sites. Il y a la page de Latson, 14 000 ans. Il y a Topper, 16 000 ans. Il y a Mike Conworth, 16 000 ans. Mais toutes ces régions, on a retrouvé des sites paléolithiques puissants. Mais si on retrouve ces strates puissantes, parce qu'on va dire, mais monsieur Yves Justin, si on fait la datation carbone, ce n'est que 50 000 ans. Ok, si on va sur 50 000 ans, qui est la datation carbone? C'est légitime, non? Mais toi, tu dis 5 000 ans. Donc si toi, tu dis 5 000 ans, alors que la datation carbone te donne 50 000 ans de tir. Parce que la datation carbone, c'est comment? Donc, je explique un peu. La radiation ou la radioactivité par déclenchement à ce qu'on appelle les demi-vies. Okay? À chaque demi-vie, qui est 5700 ans, ça ne fait que réduire. Donc, on peut déterminer l'âge. C'est très facile de déterminer. On va faire ça la semaine prochaine, enfin, le jour de notre conférence. Mais ici, on voit qu'en Amérique, il y avait déjà un peuplement qui était là, avant Christophe Colomb. Ok? Avant quoi que ce soit. Et ce qui s'appelle les Tarana, avec les têtes immenses de Vendi. Les nez immenses, ils étaient tous noirs. Donc la vraie question qu'on se pose, parce qu'on revient en Afrique, parce que l'Afrique, apparemment, c'était seulement Couche, c'était seulement Mitzraïm, c'était seulement Loud, mais c'est faux. Les plus vieux peuples d'Africains, c'est les Pygmées et les Khoisan et les San. Ils sont là depuis des centaines de mille d'années. À peu près de 30 000 ans, les populations du Khoisan et les populations Pygmées sont là. Du Cameroun au Tchad jusqu'au Congo. C'est les peuples pygmées. Ils étaient là. Il faut qu'on n'ait pas des mouvements qu'il y a eu bien pu avoir. Les peuples Khoisan, les peuples San, c'est du Kenya jusqu'en Afrique du Sud, sont là. Les sites paléolithiques sont là. Sans oublier qu'on a retrouvé en Afrique de l'Est Australopithèque afarensis. 2 300 000 années. Australopithèque afarensis. Parce que quand je parle de l'Europe c'est après. Quand on parle de Néandertal c'est après. Néandertal c'est très récent. Donc en fait ici, si je m'égousille en 1 heure, alors que mon frère s'égousille là-bas en train de parler en langue, c'est pour déconstruire quelque chose qui a été construit dans notre subconscient. C'est-à-dire Noé. Voilà pourquoi quand la recherche du jardin d'Éden, il est utopique. Mais est-ce que tu vas dire ça à ta mère? Est-ce qu'elle va comprendre? Tu vas dire ça à ton père? Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce que tu ne peux pas comprendre l'Esprit de Dieu, ils ne comprennent pas quel est le contexte pour lequel les textes noachiques ont été écrits. Quel est le contexte historique qui n'ont pas pris en compte les autres peuples, qui sans leur Bible ont toujours vécu, sans leur divinité ont toujours vécu. Maintenant, comment est-ce qu'il faut reconstruire? Parlons de ça la semaine d'après. Ici, ce que j'essaie de montrer, d'abord, avant de repartir, avant de revenir à la tour de Babel, parce qu'on est qu'à Sem, Ham, Cham et Japhet. On n'est pas encore à la tour de Babel.
On va arriver à la tour de Babel. On y va à la tour de Babel. Parce que la tour de Babel, il n'est que 11 heures. On va arriver à la tour de Babel. On va arriver à la tour de Babel. Parce que la tour de Babel, c'est ça qui. C'est la fin du monde. Parce que n'importe quoi Babel. Dans la Bible, Babel. Tout Babel, Babel. Bible, Babel, Babel. Bref. Donc, en fait, ici, si on a pu comprendre la dispersion sémitique et qui a fait en sorte que, en conclusion, que Sem soit plus puissant que Ham et Canaan soit le maudit des maudits qui ont été utilisés depuis la traite négrière pour nous négliger et nous esclavager et nous déporter et nous rendre ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut déconstruire l'Afrique. Il faudrait que les serviteurs dits de Dieu se rapprochent de ce service, se rapprochent de l'historiographie et puissent déconstruire cette notion qui a été construite, qui nous rend toujours dernier, pas premier. Parce qu'on ne peut pas construire le futur avec ce type de pensée. On ne peut pas construire le futur avec ce type de pensée. Ça, c'est la première partie. À la recherche du jardin d'Éden. Parce qu'on le recherche, le jardin d'Éden. Jusqu'à aujourd'hui encore, on a des personnes qui sont financées par les biblistes pour chercher, c'est le même petit bâtonnet de l'âge de Noé, qui a buté au mont Ararat, c'est-à-dire là-bas en Irak. On reviendra dessus la prochaine fois. Donc ici, j'ai déconstruit à travers les textes contemporains par la diachronie que l'histoire de Sem, l'histoire de Noé, Sem, Cham et Japheth ne correspondent qu'à une période historique du 7e au 6e siècle, maximum 5e siècle. Parce que c'est à cette période-là que ces peuples ont été connus par ces noms-là. Point. C'est pas ça que je comprends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'appelle Camerounais. On n'était pas Camerounais il y a 1000 ans. On se comprend? Donc si je te dis que j'ai écrit le texte il y a 1000 ans et tu dis Camerounais, tu mens. Est-ce qu'on voit un peu la compréhension? Si je dis qu'il y a 1000 ans, le Cameroun est un peuple puissant. Et c'était écrit il y a 1000 ans. Alors qu'au Cameroun, ça commence en 1960. Il est le Cameroun. C'est qu'il y a un problème d'historiographie et de diachronie et de chronologie. Je ne sais pas si les gens comprennent. Donc tu ne peux pas donc dire que Assur a été depuis la création. Alors que Assur a été créé seulement. Les peuples Assur, parce qu'il faut le dire clairement pour mes amis qui m'écoutent pour la première fois, les peuples Assur sur les tentes, on a 6000 ans. C'est les rois qui vivaient sur les tentes. On a étudié ça il y a quelques mois ici. Donc tu ne peux pas donc dire que les peuples Assur étaient les premiers peuples sur terre. Ils n'avaient pas ce nom-là. Les peuples Assur, c'est parce qu'ils ont dominé depuis le 2e millénaire jusqu'au 7e, 8e siècle. Voilà pourquoi tu les appelles Assur. C'est important de recontextualiser notre communication.